Bonjour à tous, grand rendez-vous sur l'intelligence artificielle aujourd'hui dans Smart Tech. Alors on va s'intéresser à l'utilisation des données personnelles des Européens pour entraîner ces grands modèles d'intelligence artificielle, alors qu'une enquête vise actuellement Google à ce sujet. Et puis cette question, peut-on encore lancer une start-up d'IA ? Eh bien oui, parce que les géants auraient peut-être déjà tué le game. On terminera avec les avis des pros sur les nouveaux modèles qui ont été dévoilés, les nouveaux modèles d'IA. Ça c'est donc notre grand rendez-vous. Je vous propose aussi dans cette édition un focus sur le business du mobile. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Distraction Control, cette nouvelle fonctionnalité qui est en fait un bloqueur de pop-up dans les iPhones. Voilà pour le programme. Pour ce grand rendez-vous de l'IA dans Smart Tech, j'ai convié Jérôme Vallat, cofondateur de Clérop. Clérop, plateforme data et IA clé en main conçue pour démultiplier simplement les usages autour de la donnée. Bonjour Jérôme. Bonjour. Avec vous, Muriel Popa-Fabre, vous êtes experte au Conseil de l'Europe. Vous intervenez sur les questions de réglementation de l'intelligence artificielle et de protection des données. Bienvenue également Muriel. Et puis à côté de vous, Yann Padova, ancien de la CNIL. Et avocat aujourd'hui au barreau de Paris et Bruxelles, associé chez Wilson Sonsi. Bienvenue également Yann. Merci. Alors, je vous propose qu'on démarre avec ce premier sujet. C'est une enquête européenne qui a été ouverte sur l'utilisation des données personnelles des utilisateurs européens pour développer un des modèles d'intelligence artificielle de Google, Palm 2, qui date quand même de l'année dernière. Alors, cette enquête, elle doit déterminer si Google a respecté les obligations qu'elle aurait pu avoir de réaliser notamment une étude d'impact destinée à garantir la protection des droits et libertés fondamentaux des individus. Muriel, ma question, en fait, c'est quoi cette étude d'impact ? Alors, les études d'impact, c'est un sujet assez compliqué et qui est en train vraiment de prendre forme actuellement. Notamment au Conseil de l'Europe pour comprendre quel est l'impact sur les droits fondamentaux de l'utilisation des outils à base d'intelligence artificielle. Et d'une certaine façon, il faut dire qu'on sait depuis désormais 4 ans qu'on peut extraire des signatures d'adresse mail des modèles de langage. Donc, ce n'est pas nouveau du modèle de Google. Il y a des études qui sont en sciences ouvertes, qui ont été publiées. Et cette recherche de fond de comment on extrait des données qui sont mémorisées à l'intérieur des modèles de langage, et plus particulièrement de l'architecture transformer, existe depuis 2018-2019. D'accord. Donc, ça veut dire que les grands acteurs de l'IA aujourd'hui ont des outils pour réaliser leurs études d'impact. Il y a des outils pour savoir et pour extraire de l'information des LLM. Yann ? Juste un point, c'est une étude d'impact, pour préciser ce qu'a dit Muriel, au sens du RGPD. Savoir que c'est une étude qui doit mettre en balance les droits et libertés des personnes et l'intérêt commercial et business de l'entreprise et arriver justement à montrer qu'il n'y a pas de disproportion et que les droits et libertés sont maintenus. Donc, c'est une obligation du RGPD et c'est l'autorité irlandaise qui lance l'enquête parce que l'établissement principal de Google est en Irlande. Donc, c'est aussi que la CNIL, la Commission de protection des données personnelles irlandaise, travaille pour l'ensemble des CNIL européennes. Elle a cette compétence au niveau de l'Europe et donc c'est une enquête qui est assez limitée dans son champ parce que c'est une enquête qui est quasi documentaire. C'est-à-dire il y a une obligation de faire une étude d'impact au sens du RGPD. Est-ce que Google l'a bien faite ? Et est-ce que les droits et libertés des personnes sont bien balancés et sont respectés ? Donc là, on est sur un règlement, vous avez dit le RGPD, qui est donc bien avant l'AI Act. On n'est pas sur une obligation tout à fait récente. Vous nous dites aussi qu'on a déjà des indicateurs. Pourquoi cette enquête se porte spécifiquement sur Palm 2 ? Est-ce que Gemini, est-ce que les nouveaux modèles d'IA vous semblent poser moins de problèmes ou on n'a pas eu le temps de regarder de près encore ? Il y a d'autres enquêtes de l'autorité irlandaise sur d'autres grands acteurs américains qui ont leur établissement principal en Europe, en Irlande. Meta, également l'objet d'une enquête. Google maintenant, il y en a sûrement, parce que tout n'est pas public. Mais je sais qu'il y en a d'autres. D'accord. Il faut dire aussi que les études d'impact le Conseil de l'Europe plusieurs pays viennent de ratifier la convention cadre du Conseil de l'Europe le 5 septembre, dont Israël, les Britanniques et aussi les États-Unis. Et à l'intérieur des obligations qui sont pour protéger de la discrimination, pour protéger les droits fondamentaux, l'état de droit et la démocratie, il y a ce type d'instruments et des
des outils de droit de recours si on est discriminé. Donc c'est quelque chose qui est présent aussi dans cette convention qui vient d'être ratifiée. Et il faut dire aussi... Qui s'applique donc au-delà de l'Europe. Qui s'applique au-delà de l'Europe. C'est très intéressant. C'est un message très fort aussi qu'Israël est signé et que les États-Unis aient signé. La question que je voulais vous poser, Jérôme, c'est qu'aujourd'hui, puisque vous, votre job, en l'occurrence, c'est de fournir des outils d'IA aux entreprises qui veulent s'y mettre, pour brasser leur data, en sortir de la donnée intelligente. Cette préoccupation, justement, de comment ont été nourris ces modèles de langage que vous brassez, elle est présente. Est-ce que vous avez une responsabilité, vous, quand vous êtes aussi un distributeur, finalement ? Oui, le risque, il est réel, et on en parlera peut-être plus tard, mais l'AI Act vient, j'allais dire, un peu permettre d'échelonner, de différencier les différentes étapes d'usage d'un modèle, et donc effectivement avec des responsabilités qui vont être attribuées, distribuées à chaque étage. Mais si j'avais un esprit taquin, ce que je n'ai pas, je m'étonne un peu aujourd'hui qu'on semble découvrir un peu la lumière. On a laissé, pour ne pas dire même offert, le marché numérique européen aux Américains. Alors qu'on a une décision de Cour européenne de justice en 2015 qui nous disait déjà qu'il fallait être un peu prudent. Et donc aujourd'hui, ils ont les données européennes. Je crois que c'est 92% des données des entreprises européennes qui sont détenues par les Américains. Et aujourd'hui, on est sur l'hébergement, vous parlez de l'hébergement ? Oui, sur l'hébergement. Et donc aujourd'hui, sur tous ces modèles-là, l'efficience de ces modèles va être directement dépendante du volume et de la qualité des données pour les entraîner. C'est quand même très tentant d'utiliser les données que vous avez à votre disposition pour le faire. Donc maintenant, on va devoir de nouveau, c'est un peu une spécialité européenne, courir un peu contre la montre pour essayer de récupérer des dérives que malheureusement on n'a pas anticipées. Donc là, ça passe par, puisque là c'est la question de l'hébergement des données, par repenser notre marché du cloud. Mais bon, certains disent que cette bataille est perdue. Bon, alors oui, elle est très clairement perdue aujourd'hui. La question, c'est de savoir si elle est perdue définitivement. Ouais. Et la question, c'est de savoir, après les conséquences de cette défaite, et de savoir si on continue de les accepter ou si à un moment donné, on décide qu'effectivement, on va devoir faire marche arrière. Mais ces données, elles sont anonymisées quand elles sont justement hébergées sur des clouds pour des utilisations d'entraînement d'IA. Pas forcément anonymisé. Et il y a une autre bataille qui se mène en sous-main à l'intérieur des entreprises. Les autorités de protection des données européennes ont reçu dans la dernière année beaucoup de lettres de la part d'employés qui ont vu arriver des assistants IA achetés sur étagère par leur employeur et on ne leur a pas demandé de valider les conditions d'utilisation. Oui. Donc il y a quelque chose qui se passe, je discutais la semaine dernière avec des représentants des syndicats internationaux, qui se passe sur la question de ce qu'on appelle en bon français le workspace data surveillance, donc la surveillance data à l'intérieur des entreprises, qui est un vrai sujet à la fois au niveau de l'employeur et à la fois au niveau des données et de comment elles sont hébergées et surtout des conditions d'utilisation, parce que c'est ça qui détermine ce qu'on peut en faire. On valide très vite les conditions d'utilisation quand même, même quand elles existent. Pour moi, il y a deux questions. Il y a l'hébergement, effectivement, où la puissance des clouds étrangers américains est telle que le coût d'entrée et les investissements d'entrée ne sont pas rattrapables. Après, il y a l'usage des données. C'est autre sujet. Il y a l'usage des données. Et moi, je dirais, il y a le rapport Draghi qui est sorti il y a 2 semaines qui dit qu'en termes d'innovation, l'Europe est en train de décrocher aussi, peut-être, et ça, c'est le spécialiste du droit des données qui parle, peut-être parce qu'on a un cadre qui est trop restrictif sur l'utilisation des données et sur l'innovation. Et donc, il invite aussi à réfléchir sur le fait qu'en Europe, et moi qui suis à Bruxelles, je le vois bien, on aime réguler, on aime même réglementer, peut-être un peu trop. Et que l'innovation, elle ne s'articule pas toujours très bien. Et donc l'usage des données, je ne vous ai pas vu dans les signataires de la tribune du jour. Non, mais j'en ai fait un certain nombre. J'ai écrit dans des revues très savantes là-dessus depuis une dizaine d'années. Et donc, voilà, je veux dire, l'équilibre entre innovation et protection des données en Europe, c'est peut-être un peu trop déplacé dans un sens, et ce n'est pas que moi qui le dis, moi je le dis depuis longtemps, Draghi le dit aussi aujourd'hui, et que l'utilisation, c'est ça où la richesse de la donnée va être révélée. Et donc c'est pour ça que les gros volumes sont nécessaires, mais aussi qu'on puisse faire des tests, etc. Et ça, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Parce que là, ce que nous dit cette lettre ouverte, donc parue jeudi dans plusieurs quotidiens nationaux, avec une réglementation fragmentée, l'Union européenne prend le risque de passer à côté de l'ère de l'IA. Alors là, on est quand même dans cette difficulté en fait, de trouver la juste mesure entre la protection
des données personnelles, s'assurer de la manière dont ces modèles d'intelligence artificielle sont nourris et utilisent des données personnelles ou non, et puis aussi laisser l'innovation, laisser des entreprises d'IA émerger qui, elles, ont peut-être un petit peu de retard et n'ont pas déjà siphonné toutes les données comme ont pu le faire les grandes entreprises américaines. Muriel, comment vous réagissez à cette tribune ? La question de la compétitivité est au cœur du nouveau mandat de la Commission. Ouais. Donc, il y a une très claire prise de conscience au niveau européen que la question de la souveraineté numérique est centrale, non seulement d'un point de vue réglementaire, mais aussi d'un point de vue de compétitivité. C'est ce qui ressort du rapport Draghi, mais c'est ce qui ressort des 2 dernières années, aussi de négociations du AI Act. Il y a une prise de conscience généralisée sur la mutualisation de la puissance de calcul à travers les différents pays européens. Mistral a pu entraîner sur le supercalculateur italien. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'accès à la capacité de calcul. Il y a quelque chose qui est en train de bouger au niveau de créer des data hubs par verticale industrielle, ce qui devrait améliorer aussi l'arrivée des produits, c'est-à-dire pas simplement du modèle de fondation, mais de quelque chose qui a un impact sur l'industrie. Parce que la question de la compétitivité, c'est ça aussi. Donc, je pense que de façon générale, du point de vue des données et du calcul, cette prise de conscience est là et un énorme investissement est arrivé et des appels à projets ont été lancés au niveau de la Commission. Et l'organisme qui est censé implémenter le AI Act au niveau européen, le AI Office à l'intérieur de la Commission, a vraiment une double casquette de promouvoir l'innovation et d'implémenter le AI Act. Ouais, donc, j'ai envie de dire bon courage. Créer un cocktail qui trouve l'équilibre entre ces 2 pôles de protection des citoyens européens et d'innovation est fondamental. Et c'est quelque chose qui se joue sur l'échiquier géopolitique parce que la question de la souveraineté cette question de compétitivité, elle se joue aussi au niveau de la manière dont sont fabriqués ces modèles d'IA, parce qu'il y a une mission qui a été confiée à Alexandra Ben-Samoun pour éclairer justement le gouvernement sur ces obligations des fabricants d'IA à dire quelles sont ces données utilisées pour entraîner leur modèle. Le rapport, on l'attend plutôt d'ici à la fin de l'année. C'est là que va se jouer aussi la capacité d'être compétitif ou non. Oui, surtout va se jouer la question de trouver ce juste équilibre, parce que le AI Act n'écrit pas quel est le juste équilibre. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un rapport qui explique et qui interprète la loi. Il faut dire que le 2e champion de LLM vient de déclarer il y a une dizaine de jours, Aleph Alpha, l'allemand, 2e parce que mon cœur est français, qui dit que ce n'est plus un business model de faire des LLM souverains. Oui. Et qui s'est retiré de la course. Donc, il y a un vrai sujet sur la question des données et la qualité des données. Alors, on va arriver donc à notre 2e sujet. Là, je voulais vous faire réagir en particulier, Jérôme. Est-ce que lancer une jeune pousse d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est mission impossible ? C'est difficile de répondre à cette question. Non, parce que c'est un papier dans La Presse, qui est un média canadien, qui, elle, apporte une réponse catégorique. Assez catégorique. Oui, c'est impossible. Avec des chiffres qui sont cités du patron d'Anthropic, les modèles apparus en 2024 ont coûté, au bas mot, $1 milliard. Ceux qu'on verra apparaître en 2025-2026 coûteront 5 à 10 milliards. Bon, pour une start-up qui se crée, c'est un peu compliqué d'avoir ces moyens de financement. Oui, on peut dire ça comme ça, c'est compliqué. Et en même temps... Donc, impossible. Alors oui, mais si on regarde par exemple, on a une aventure créée il y a 2 mois aux États-Unis, d'un modèle de super intelligence qui en plus arrive avec un positionnement un peu vertueux. Oui, on va en parler aussi. Exactement, on va en parler après, et qui vient, après 2 mois d'existence, de lever $1 milliard. Donc pour l'instant, j'allais dire, l'écosystème de financement autour de ces sujets a l'air de suivre l'inflation, effectivement, des investissements nécessaires. Donc pour l'instant, je ne sais pas vraiment si on a déjà touché, j'allais dire, la limite. Et je rajouterais en plus à ça que il faut prendre conscience que dans ces énormes levées de fonds autour des modèles, il y a le problème des infrastructures GPU derrière, qui coûtent une fortune aujourd'hui du fait que le marché est très pénurique, avec peu d'acteurs, etc. Et que si jamais, d'aventure, on arrive avec moins de pénurie, etc., on va avoir aussi des coûts d'infrastructures qui vont baisser, donc peut-être des investissements moins lourds. Et puis peut-être qu'un de ces 4, on va se rappeler aussi qu'on a une problématique peut-être écologique derrière et qu'on est en train de créer des monstres énergivores et que peut-être que si un jour on commence à faire un virage vers des modèles un peu plus raisonnables en termes de consommation, là aussi on pourrait avoir une baisse d'investissement. Donc je trouve que c'est un peu tôt aujourd'hui pour tirer des conclusions aussi catégoriques. Ouais, donc on ne baisse pas les bras tout de suite. Mais donc pour être compétitif, ce qu'il dit, c'est le seul choix, c'est s'adosser aux géants existants, vous dites ?
Pas forcément. Alors si, ça par contre, je dis tout à fait forcément, mais c'est pas du tout une question de moyens. C'est qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'a fait Mistral en commençant à travailler avec Microsoft, c'est quand vous êtes un modèle, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, de toute façon, à un moment donné, vous avez le problématique d'infrastructure. Il vous faut des infrastructures mondiales et capables de passer à l'échelle mondiale pour accompagner les besoins de vos clients. Aujourd'hui, à part les 3 hyperscalers américains, qui est capable de faire ça? Personne. Donc en fait, ils sont effectivement une porte d'entrée. Vraiment au sens là, des textes européens. On sait ce que c'est, hein. Une fois qu'on est marié, c'est compliqué de se séparer dans le numérique. Ah oui, ça je confirme. Et donc effectivement, il y a ce risque d'avoir ce phénomène de phagocytage de toute innovation, parce qu'à un moment donné, il faut passer par eux, sinon vous ne pourrez pas toucher et servir l'ensemble de vos clients. Allez, on va regarder ces nouveaux modèles d'IA, parce que le temps passe très vite. Donc vous l'avez évoqué, Safe Super Intelligence qui a levé $1 milliard pour son IA sûre. Alors on va en parler. Qu'est-ce que c'est une IA sûre? En tout cas, d'abord, l'information notable, c'est que cette start-up SSI a été cofondée notamment par Ilya Sutskever, qui dirigeait l'équipe de super alignement chez OpenAI et qui a participé au départ de Sam Altman, au départ avant qu'il revienne, bien sûr. Il prend le parti en fait de ne pas commercialiser de produits avant d'avoir la certitude que ces systèmes d'IA ne représentent aucun danger pour l'humanité. On est capable de s'assurer de ça aujourd'hui. Comment on fait, Muriel? Moi, je pense que si la safety comprise à l'américaine, qui en fait est une façon d'appeler la gouvernance de ces modèles, passe par défier le paradigme de la boîte noire, je pense qu'on arrivera à quelque chose qui peut être gouvernable. Okay. Je reprends pas la vulgate californienne de l'alignement, parce que je pense que le vrai problème, c'est d'avoir de l'observabilité. Par exemple, Anthropic a dévoilé au mois de mai une étude qui montre combien ils arrivent tout doucement à l'intérieur d'un modèle de langage qui est en production, de 70 milliards de paramètres, à commencer à comprendre comment l'information est condensée dans le réseau de neurones. Et ça, c'est essentiel, en fait, de gagner cette observabilité pour pouvoir gouverner les sorties, gouverner les hallucinations, gouverner toutes sortes de problématiques qui, après, se retrouvent dans la difficulté d'adoption des outils d'IA générative. Donc, je pense... Parce qu'aujourd'hui, comment ça fonctionne quand on entraîne une intelligence artificielle et qu'on s'aperçoit qu'elle donne d'excellents résultats dans certains cas et vraiment des absurdités dans d'autres? On pratique de la correction, mais on ne sait pas pourquoi, d'un seul coup, cette IA se met à être stupide ou super intelligente. C'est ça ? Oui, on commence à avoir des hypothèses de trous dans les données, de problématiques de représentativité des données, mais sur le fond, on reste dans une situation où, à l'intérieur du réseau de neurones, la façon dont l'information passe d'une strate à une autre est compliquée, surtout quand on a des modèles très, 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 très grands. Donc ça a été un proof of concept ou principle, comme vous pouvez, de commencer à comprendre quels sont on dirait les motifs d'activation des neurones par l'équipe d'Anthropic. Parce que juridiquement, on exige une certaine transparence aujourd'hui de la part des algorithmes, et donc là, techniquement, en fait, c'est impossible, puisque même les fondateurs sont face à une boîte noire. Oui, en droit des données, on fait plus attention à l'effet sur les personnes. Est-ce que ça va avoir un effet négatif sur leurs droits ou sur leur vie, etc. Et dans ces cas-là, plutôt qu'être capable de l'expliquer, ce qui est une chose, il faut aussi être capable de le rectifier. C'est ça le plus important. Donc, mais c'est vrai que dans un certain niveau de sophistication, comme ça vient d'être expliqué, on n'est pas vraiment capable. C'est la boîte noire. Donc, on va se concentrer sur les effets, les prévenir, essayer d'avoir des mesures de gouvernance justement pour les limiter a priori et les remédier a posteriori, mais c'est des systèmes qui sont encore, encore en phase d'expérimentation parfois, je dirais. Et donc, les décisions automatisées, on les a depuis longtemps dans le monde du droit des données, le profil bancaire, le scoring, etc., c'est ancien, mais là, ça prend des proportions qui peuvent être plus importantes, et donc c'est d'autant plus difficile. Oui, puis juste, il y a les fournisseurs de modèles, bien sûr, on pense toujours à eux, et on en parle beaucoup, mais il n'y a pas que. Dans la chaîne de l'intelligence artificielle, il y a d'autres briques, on parle des vector stores, des RAG, etc. Et c'est l'ensemble de cette combinatoire qui va créer ou pas une efficience ou éventuellement une infraction à certaines réglementations. Et donc, là aussi, on va avoir des chaînes de responsabilité un peu complexes. Et en tout cas, du coup, même effectivement pour les éditeurs de modèles, d'arriver à trouver l'origine à un moment donné d'une erreur ou d'une hallucination, c'est extrêmement... Alors, ça semble plus simple pour les modèles
modèles fine-tunés, enfin en tout cas personnalisés, puisqu'ils sont alimentés uniquement de données décidées de commun accord autour d'une problématique d'une entreprise. Oui, mais attention, parce que vous-même, en tant qu'entreprise, par exemple, quand vous allez vouloir l'utiliser, vous allez charger votre propre contexte de données avec. Donc, dans quelle mesure c'est vous-même qui avez créé en fait l'hallucination, l'erreur ou l'infraction, alors que on est sur des chaînes. Aujourd'hui, on apprend en marchant. Donc, Mais la Silicon Valley a quand même compris le problème aussi, déjà depuis un an, en investissant de façon de plus en plus importante au niveau du venture capital dans une strate d'observabilité. C'est-à-dire que vous avez votre banque de données vectorielle qui est branchée à votre modèle de langage pour sécuriser que les données qui sont utilisées pour les réponses sont bien les données de votre entreprise ou les données que vous retenez, les bonnes données pour répondre à vos clients ou à vos employés si vous l'utilisez pour le management de connaissances. Mais ajouter cette strate permet en fait de contrôler qu'est-ce qui ressort de l'application basée sur IA générative. Et cette strate d'observabilité est une très bonne nouvelle pour la gouvernance et la sophistication des métriques qui sont utilisées à ce niveau-là est une très bonne nouvelle pour les entreprises et pour la gouvernance parce qu'ils vont pouvoir savoir jusqu'à quel point le modèle répond bien ou mal à leurs consommateurs. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Okay. On va passer à cette nouvelle IA O1 ou O1 d'OpenAI. Donc, nouvelle série de modèles d'intelligence artificielle qui sont vraiment conçus pour résoudre des problèmes complexes. On parle de problèmes scientifiques en physique, chimie, biologie, avec des résultats qui seraient similaires à ceux des doctorants. Voilà, il semblerait que OpenAI découvre que ces modèles sont aussi super bons en maths et en programmation. Moi, ça me fait toujours quelque chose quand je comprends qu'en fait, un créateur de modèles découvre quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Bon, est-ce qu'on est là vraiment vers la super intelligence que tout le monde promet pour les années qui viennent ? Oh non, je vais laisser la chercheuse. Ah oui. Muriel, là. Alors, on n'est vraiment pas sur on n'est vraiment pas sur de la super intelligence. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'ils insèrent tout plein d'étapes qui permettent à l'utilisateur de se rendre compte comment on pourrait décomposer sa question. D'accord. De façon assez redondante. Plus on en fait, plus on rend compte que les étapes sont un peu 5-6 étapes maximum, et puis ça reboucle. Donc je pense que c'est une façon d'explorer un peu les possibles. Mais on est toujours dans cette interface où il y a écrit « Thought for 11 seconds », donc ça a pensé pendant 11 secondes. Donc on est toujours dans cette commercialisation de l'anthropomorphisation qui est très accentuée. Ouais. Ça, moi, je trouve ce qui est assez fascinant, c'est que ça montre que les entreprises les plus innovantes, qui sont quelques-unes leaders mondiales, sont engagées dans une course à l'innovation. C'est-à-dire que non seulement elles sont leaders, mais c'est la condition un peu de leur survie aussi sur le marché. Moi, je suis très impressionné par la vitesse de lancement des nouveaux produits. Oui, puis on n'a pas eu le temps de parler de Mistral AI, notre français. Mais pareil, même avec son premier LLM multimodal, Mistral 12B. Merci beaucoup. Merci Jérôme Vallat de Clérop, Muriel Popafab, experte au Conseil de l'Europe, et Yann Padova de Wilson Sonsaucy. Merci. On termine cette édition avec le regard sur le business mobile de Jérôme Bouteiller. Bonjour Jérôme. Bonjour. Fondateur d'écranmobile.fr. Alors vous allez nous parler de Distraction Control. Alors je ne suis pas sûre que tout le monde en a entendu parler. Justement, c'est intéressant. C'est une nouvelle fonctionnalité qu'on va pouvoir retrouver dans l'iPhone et qui peut bloquer les publicités. Alors effectivement, 5 ans après l'introduction d'ITP qui compliquait la collecte de cookies sur Safari, 3 ans après ATT qui imposait une seconde pop-up de consentement, Apple a décidé de mettre un petit peu à nouveau le bazar dans le monde de la publicité et des médias en introduisant une nouvelle technologie, effectivement, baptisée Distraction Control. Alors c'est lancé cette semaine avec iOS 18 et c'est intégré à Safari, le navigateur web de l'iPhone, et ça va permettre aux mobinautes de masquer des éléments d'une page web qui pourrait les déconcentrer. Alors concrètement, on va pouvoir masquer une publicité, des liens sponsorisés, un interstitiel, une vidéo, et même les fameuses boîtes de consentement pour recevoir des notifications ou pour la collecte des cookies. Alors je crois que ça va faire plaisir quand même aux utilisateurs. Pas sûr en revanche que ça n'inquiète pas les médias. Oui, effectivement, les médias digitaux sont très inquiets car ils redoutent à juste titre que le blocage des CMP, ces fenêtres de consentement paradoxalement devenues aussi intrusives que des publicités,
ce blocage leur complique la vie pour valoriser leurs inventaires. Alors, Distraction Control pourrait aussi bloquer l'affichage des publicités, qui est la principale source des revenus, de revenus des médias en ligne. Et c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour beaucoup de titres qui avaient décidé de prendre le virage de la publicité 100% digitale et d'abandonner le papier. Le président d'Alliance Digitale, Nicolas Riel, estime ainsi que permettre aux internautes d'accéder à du contenu sans partager leurs données ou payer, c'est se rendre complice de vol. C'est comme si Apple leur donnait un moyen d'enlever le tourniquet des métros pour passer sans payer. Et quel pourrait être l'impact pour les médias ? Alors, il faut d'abord rappeler que cette fonctionnalité va se limiter aux appareils Apple qui, malgré le succès de l'iPhone, n'en a qu'environ 30% de part de marché en France. Le second point, c'est que c'est une fonctionnalité, je le disais, qui se limite à Safari, le navigateur web des appareils Apple, et donc ça ne touchera pas l'univers des applications. Et selon une récente étude de la CPM, le web mobile représente tout de même encore 65% de l'audience des médias digitaux, et donc si Distraction Control se généralisait, ce serait donc potentiellement 20 à 25% de l'audience de la presse en ligne qui pourrait être privée de publicité ou de collecte de données. Avant l'été, des associations professionnelles comme le GEST, le SRI ou Alliance Digitale avaient envoyé une lettre ouverte à Tim Cook, le patron d'Apple, pour lui expliquer que c'était une innovation qui allait à l'encontre de leur modèle économique et que ça pouvait aussi aller à l'encontre des recommandations du RGPD, ce qui n'a pas suscité de réaction d'Apple, pourtant très sensible à ces questions de vie privée. Mais pourquoi cela pourrait aller à l'encontre du RGPD ? Alors, depuis sa mise en place en 2018, le Règlement général pour la protection des données, qui est un texte européen, impose un cadre très strict pour la collecte et l'exploitation des données personnelles. Et dans le domaine publicitaire, c'est le consentement qui est le modèle qui s'est imposé et qui permet donc de déposer des cookies et qui va permettre donc de mieux cibler les internautes, mais également de mesurer la pression publicitaire ou tout simplement de mesurer les audiences. Et si Distraction Control ne permet pas d'afficher les bandeaux cookies, les médias ne sauront plus s'ils peuvent ou pas s'ils peuvent collecter des données personnelles, et ça va évidemment les gêner dans la monétisation de leur site web. Alors, qu'est-ce qui va se passer selon vous ? À court terme, pas grand-chose. Les médias vont subir cette innovation et les internautes pourront consulter gratuitement un site web et sans avoir accepté les cookies, sans même voir de publicité. Mais à moyen terme, on peut redouter des dispositifs techniques qui bloqueraient les bloqueurs de pub. Et il est donc probable qu'il y ait des messages d'avertissement qui s'affichent avant même les cookie walls et donc qui limitent la navigation. Et puis il y aura sans doute aussi un volet judiciaire avec une réponse dans les tribunaux, avec le constat d'une distorsion de concurrence entre les médias indépendants et le média Apple. Oui, parce que Apple, le modèle économique d'Apple repose aussi en partie sur la pub. Oui, on le sait peu, mais Apple est devenu en quelques années un géant de la publicité. Alors, il y a d'abord une commission sur les liens sponsorisés qui s'affiche justement dans le navigateur web et avec un partage de revenus avec Google. On parle de recettes annuelles estimées à 20 milliards de dollars, c'est gigantesque. Et puis, après un faux départ, il y a une dizaine d'années, Apple a aussi relancé sa régie Search Ads dans l'Apple App Store. Et là, on est aussi sur des volumes financiers de l'ordre de 10 milliards de dollars supplémentaires. Donc avec 30 milliards, Apple est un géant de la publicité digitale. On n'est pas encore au niveau d'un Google qui fait 250 milliards ou d'un Meta qui fait 120 milliards, mais c'est un géant de la publicité digitale et toute action qui irait à l'encontre des médias indépendants pourrait effectivement être très mal vue par les autorités antitrust de part et d'autre de l'Atlantique. Merci beaucoup Jérôme Bouteiller d'écranmobile.fr de nous avoir éclairé sur cette nouvelle fonctionnalité qui arrive là donc cette semaine. Et merci à vous tous de nous suivre avec régularité sur la chaîne Be Smart for Change, également en replay et en podcast. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles discussions sur la tech.